Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Celui qui cherche du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'est un proverbe des Seychelles et les Seychellois l'ont appliqué à la lettre face aux colons. Ils ont fait preuve de courage en dansant et en chantant. Une danse à la fois lascive et rythmée qu'on appelle moutia. Chacun de ces pas rappelle le douloureux passé de l'archipel. On le découvrira tout à l'heure autour d'un feu de camp. En Italie, il existe des trains du bonheur. Ils ont circulé entre le sud et le nord du pays, terminus Modène. Grâce à eux, près de 70 000 enfants ont pu sortir de la misère. Je vous raconterai cette histoire dans l'incontournable. Enfin, en Éthiopie, les amis du petit déjeuner s'appellent Gwenfo et Boula. Deux recettes très simples à base de farine, d'épices et d'huile, deux variantes du porridge qui vous donneront des ailes dès le réveil. Mais avant l'Éthiopie, la devinette nous emmène en Tanzanie. Grâce à quel stratagème un Allemand a survolé le parc national du Serengeti en toute discrétion? À la fin des années 50, le zoologiste Bernard Gjimek débarque en Tanzanie pour préserver la faune sauvage. Il survole ainsi le parc du Serengeti, histoire de repérer les braconniers. Mais comme il craint d'effrayer les animaux, il a une idée originale pour passer inaperçu. Je vous laisse deviner laquelle, et la réponse, ça sera en fin d'émission. On démarre notre escapade aujourd'hui en Colombie, et plus précisément dans la ville de Medellín. Une ville trépidante, fascinante, capable du meilleur comme du pire. Capable, par exemple, d'arracher violemment un père adoré à son fils. L'écrivain Hector Abad en sait quelque chose, c'est lui qui nous accueille sur place pour cette inspiration. Hector Abad a choisi de ne pas oublier. L'un des plus illustres écrivains colombiens a déposé sa douleur dans un récit autobiographique bouleversant dédié à la mémoire de son père, son héros. Un médecin débonnaire et anticonformiste, surnommé par les Colombiens l'apôtre des droits humains. Il est assassiné à la fin des années 1980, victime de la violence qui gangrène les rues de Medellín. Quand ma mère et moi l'avons trouvé au sol dans une mare de sang, ma mère lui a retiré son alliance et j'ai fouillé ses poches. J'ai trouvé un morceau de papier avec un sonnet dessus, écrit à la main par mon père, qui disait « Nous sommes l'oubli que nous serons ». Je ne sais pas. C'était simple de choisir ce titre, parce que c'est un vers magnifique et parce que c'est Borges, l'un des plus grands poètes latino-américains, qui l'a composé. L'oubli que nous serons, écrit après 20 ans de deuil, adapté au cinéma, est une déclaration d'amour, un amour filial, enfantin, total, qui par sa force tisse le particulier et le collectif, l'intime et le politique. Dans ce plaidoyer contre la terreur, Hector Abad pense les plaies de sa ville natale, endeuillée par un siècle de guerre civile. Son œuvre honore le destin d'un homme et offre à la ville de l'éternel printemps la promesse d'une renaissance. Medellín, cerclée de pics andins, est à la naissance de l'auteur en 1958 le fleuron industriel et le cœur négociant du pays. Pour la famille Abad, les temps heureux avant les drames ont la couleur du ciment brut. Celui de Laureles, dans l'ouest de la ville. Un quartier pavillonnaire bourgeois. Une utopie architecturale inspirée par le Bauhaus qui reflète le bonheur idéalisé de l'enfance. Celui du jeune Hector, choyé par ses 5 sœurs, une mère dactylo et un père médecin. C'est un quartier qui a émergé dans les années 60 pour des jeunes cadres dynamiques. Chaque maison avait un jardinet devant, quelques arbres, et derrière, un patio.
C'était un urbanisme moderne, hygiéniste. Cette partie de la ville était comme une nouvelle Medellín. Mon enfance et ma jeunesse y furent très paisibles. Le quartier était très calme. Nous, les enfants, nous jouions toujours au football dans la rue. J'allais à pied à l'école, un peu plus loin. On avait l'impression que la Colombie allait très bien, que nous étions en route vers la félicité et le progrès. Mon père avait l'air d'être la personne la plus heureuse du monde. Il était entouré de sa femme très belle, de ses filles très joyeuses qui chantaient, qui récitaient des poèmes. Et moi, je voyais ce père lumineux, optimiste, toujours en train de rire, toujours heureux. Les choses se sont peu à peu compliquées pour ma famille, et aussi pour Medellín. La vie n'est jamais idyllique. C'était un matin lumineux, où nous nous trouvions dans le patio ensoleillé à regarder les colibris parcourir et butiner les fleurs. Et puis voilà que la bonne sœur me lança, tout à trac. « Votre papa va aller en enfer. » Il y avait une petite faille. C'est que ma mère était très croyante, très catholique. Elle nous emmenait toujours à la messe, à l'église de Santa Teresita. Alors que mon père, par contre, était agnostique. Il se moquait des prêtres, de la religion. Comme il était mon amour absolu, la personne que j'aimais le plus au monde, je l'ai imaginé en enfer. J'ai trouvé ça horrible et j'ai décidé que je ne voulais pas aller au paradis sans lui, mais que je préférais aller en enfer par solidarité envers mon père. Dans les années 60, le bonheur à Medellín est cadenassé par une église conservatrice toute puissante qui pourchasse les infidèles. Une religiosité teintée d'obscurantisme qui ancre durablement chez le jeune abbade la certitude qu'il n'existe qu'un seul Dieu, son Père. Tout ce que les prêtres disaient était fondamental. La parole de l'évêque était respectée. Et on a commencé à entendre dire que mon père n'était pas vu d'un bon œil par l'Église, qu'il était perçu comme un personnage gênant, dangereux, une sorte de communiste infiltré dans un quartier tranquille. Ce libre penseur iconoclaste est d'autant plus menaçant qu'il croit à la possibilité de bâtir une société plus égalitaire. Un crime de lèse-majesté dans un pays où le pouvoir est depuis l'indépendance confisqué par une élite corrompue à la botte du clergé. L'auteur rend hommage au courage de ce simple professeur de médecine hygiéniste qui arpente les comunas, quartiers anarchiques à la réputation de coupe-gorge, accrochés sur les hauteurs du nord-est de la ville. Nous sommes à Santo Domingo Sabio. Mon grand-père organisait ici des brigades de santé, parfois avec ses élèves et certains professeurs. Et parfois, il venait aussi avec ses enfants, avec mon père et avec certaines de ses sœurs. Il voulait leur montrer d'autres conditions de vie pour leur faire prendre conscience de la réalité du pays dans lequel ils vivaient. La souffrance, je n'ai commencé à la connaître ni en moi, ni chez moi, mais chez les autres. Parce que mon père voulait que ses enfants sachent que tout le monde n'était pas aussi heureux et fortuné que nous. Il avait choisi une spécialité médicale qui n'est pas très réputée. Il s'était spécialisé en santé publique, une option choisie normalement par les étudiants médiocres qui payent très mal et qui a un lien très important avec la politique. Mon grand-père voulait que tout le monde ait accès à l'essentiel. Il avait une grande obsession, c'était l'eau potable. À Medellín, il n'y avait pas d'eau potable, donc il y avait beaucoup de maladies, comme le typhus ou la tuberculose. Ici, il a fait beaucoup de campagnes de terrain pour étudier l'eau, et on lui doit même la construction de l'aqueduc de Medellín. Il avait de grands élans d'idéalisme, qui duraient chez lui des années vouées à des causes perdues.
comme la réforme agraire ou les impôts sur la terre, la vaccination universelle ou les droits de l'homme, sa dernière passion intellectuelle. Il y avait aussi beaucoup de poliomyélite ici. Il a apporté des échantillons de vaccins, mais personne ne voulait se faire vacciner, parce que tout le monde était anti-vax, sceptique au vaccin. Donc, pour prouver qu'il n'était pas nocif, il les a administrés ici à ses propres enfants. Je pense que pour un enfant, venir dans ces quartiers, voir les gens, voir leur maison, voir leur ville, de l'arpenter, je pense que cela a influencé la pensée de mon père, sa façon de voir le monde, sa façon d'écrire le monde. Il n'avait jamais lu Marx et confondait Hegel et Engels. Pour bien savoir de quoi on l'accusait, il décida de les lire. Et tout ne lui sembla pas tiré par les cheveux chez eux. De la sorte, il devint peu à peu quelque chose comme l'activiste gauchiste qu'on l'accusait d'être. Au tournant des années 70, Hector, adolescent flegmatique, observe le durcissement idéologique de son père qui s'exprime de plus en plus souvent publiquement sur le campus de l'université d'Antioquia où il enseigne. Pendant plus de 10 ans, alors que le socialisme soulève l'espoir de milliers de Colombiens, le tribun met sa réputation au service des luttes estudiantines. Il participe au mouvement de grève et prend la tête des cortèges. Le regard que le fils porte sur l'engagement de son père se voile d'inquiétude. Nous sommes à l'épicentre de la violence des années 1980, où l'université était au cœur de tous les conflits. Dans une ville faite de sang, de douleur, de violence, où il y avait plusieurs groupes armés qui se battaient pour le pouvoir. C'est l'apogée du trafic de drogue de Pablo Escobar, des sicaires, et d'un mélange hybride entre paramilitarisme de droite, une gauche très forte et un pouvoir étatique qui ne faisait pas grand-chose pour résoudre les problèmes. Au contraire, l'État a précisément utilisé les groupes armés d'extrême droite pour, de manière très sournoise, éliminer les leaders sociaux du pays. Dans les années 1980, étudiants et enseignants sont assassinés fréquemment. Mais il ne renoncerait pas à son combat malgré notre peur, car il était sûr de faire ce qu'il devait faire. J'ai beaucoup pleuré. Le livre éveille beaucoup de choses. Beaucoup de douleurs intérieures, beaucoup de sentiments mêlés. Il touche à quelque chose d'organique. C'est un livre très douloureux. En 1987, le père d'Hector annonce son intention de se présenter sous les couleurs du Parti libéral au municipal de Medellín. Il est abattu en pleine rue le 25 août, alors qu'il se rend à l'enterrement d'un ami, assassiné le matin même. 2 hommes à moto vident sur lui leur chargeur. Le crime est rapidement classé sans suite. Pas d'arrestation, pas d'élucidation. Presque 20 ans ont passé depuis qu'on l'a tué. Et pendant ces 20 ans, chaque mois, chaque semaine, j'ai senti que j'avais le devoir inéluctable, je ne dis pas de venger sa mort, mais du moins de la raconter. Au sud-ouest de Medellín, loin de la violence de cette ville qui lui a enlevé ce qu'il avait de plus cher, Hector a composé son récit sur les flancs de la cordillère. Cette finca appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle l'a laissée à mon grand-père, Antonio Abad, et il l'a léguée à mon père, Hector Abad. Mon père nous a toujours dit que nous ne devions jamais la vendre. C'est comme un territoire sacré. La Inès, ancienne propriété agricole, est aussi le mausolée de la famille Abad. C'est un endroit qui me connecte à tant de choses. Au passé, au futur, à mon pays. Car mon père nous a toujours dit que cette terre nous a tout offert. En face, imposant,
les rochers escarpés de la Pintada que mon père m'a appris à voir comme les seins d'une femme nue et couchée. Mon père nous a inculqué l'idée très importante que malgré la terreur et les tragédies, la Colombie n'est pas un pays horrible, que ce n'est pas l'enfer du monde, ni le cul du monde, et que cela vaut la peine de se battre pour lui. Mon père nous a insufflé cela ici, dans ces montagnes, dans ces pitons rocheux, dans ces rivières, dans ces arbres, dans les fleurs, dans les oiseaux, dans la richesse des tropiques montagneux, un endroit unique au monde. En Colombie, il existe une légende très connue, celle de pata sola. Pata sola en espagnol, ça signifie une jambe. Thomas Chauvineau vous la raconte à sa façon dans le clin d'œil. C'est l'une des légendes les plus connues de Colombie et qui vous donne envie de respecter les 7e et 10e commandements. Tu ne commettras pas d'adultère et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Car tout commence par une histoire de tromperie. Pour qu'il y ait tromperie, il nous faut au moins 3 personnages. Nous avons donc le paysan, la femme du paysan et le patron du paysan. Ça fait longtemps que le patron a des vues sur la femme de son employé. Faut dire qu'elle est diablement belle, et vu ce qu'elle va devenir, l'adverbe « diablement » n'est pas choisi au hasard. Pendant que le paysan sue au champ pour gagner une misère, le patron la courtise, lui offre des cadeaux et la fait rire. Et vous savez ce qu'on dit ? Femme qui rit, à moitié dans son lit. On ne se contente d'ailleurs pas de la moitié. Dans le lit, on y va, tout entier, et souvent, si bien que le paysan cocu commence à avoir de sérieux doutes. Alors un jour, il fait semblant de se rendre au champ, gagner sa misère comme d'habitude, il se cache près de sa maison et ne tarde pas à voir débarquer son patron, qui finit tout entier et tout nu dans le lit conjugal. Là, son sang ne fait qu'un tour. D'une main ferme, il saisit sa machette et d'un coup, tranche la tête du patron. Sa femme, il lui coupe une jambe, elle se vide de son sang et meurt. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Car désormais, le fantôme de l'épouse erre dans la campagne colombienne. Il se déguise en femme diablement belle pour attirer dans la forêt les hommes. C'est le bois de la tentation. Là, il se transforme en monstre hideux avec de grandes dents pour mieux te manger, mon bonhomme. Et tout le monde est mis en garde. Mesdames, trompez votre mari et vous perdrez une jambe. Messieurs, courez les jeunes filles dans les bois et vous vous ferez manger tout cru. Pata sola, c'est son nom, qui veut dire une seule jambe. Un conseil donc, si vous tombez dessus, mieux vaut prendre ces 2 jambes à son cou. On vous a souvent raconté l'importance qu'a le tambour, notamment en Afrique et dans les pays de l'océan Indien. En voici un autre exemple aux Seychelles, avec le moutia, une musique si puissante que les colons blancs l'ont banni là-bas. C'est l'héritage. Le moutia est la musique traditionnelle des Seychelles. On a l'habitude de faire ça sur la plage. Maintenant, on va chauffer les tambours. Donc on doit les chauffer tout autour, comme ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand on les chauffe, ils s'accordent. Dans la pénombre de l'océan Indien, c'est l'âme des Seychelles qui crépite. Un feu rougeoie depuis plus de 2 siècles au rythme des tambours, et des flammes ivres semblent danser la gigue, à l'instar des mouvements des couples de danseurs. Mais derrière ce tourbillon, s'échappent dans les volutes d'alcool et de fumée des paroles fortes. Des chants de révolte, d'espoir et de désespoir d'un peuple marqué par l'esclavage qui a toujours lutté et lutte encore pour affirmer son identité.
Le moutia, ce n'est pas seulement une musique, c'est quelque chose de spirituel qui convoque, dans nos traditions, l'âme de nos aïeux. Même si vous ne les voyez pas, vous entendez juste la musique et vous entendez le moutia. C'est comme un acte religieux, ça élève votre âme, c'est ce qu'on doit ressentir. Emblème national et symbole de contestation, c'est tout le passé de l'archipel séchellois que l'art du moutia entraîne dans ses pas. L'histoire de cette pratique musicale, à la fois chantée, dansée et tambourinée, prend pied aux Seychelles à la fin du XVIIIe siècle. Le commerce négrier voit les colons français débarquer dans ces îles, jusqu'alors inhabitées, avec leurs esclaves déportés d'Afrique. Des captifs condamnés à travailler sans relâche dans les plantations, comme celle de l'Union Estate, située à la Digue, l'une des principales îles de l'archipel. L'esclave, s'il désobéissait à son maître, il y avait des punitions atroces, attachées à des chaînes, fouettées, avoir l'oreille coupée. Si on avait la peau noire à cette époque, on n'était pas considérés comme des êtres humains et on était traités comme des animaux. À la cadence des chaînes, les esclaves opposent bientôt un art musical hérité des pratiques traditionnelles africaines qui forment ce que l'on appelle le moutia, danse sacrée en langue bantoue. Une danse, mais aussi un chant improvisé accompagné de tambourins faits de peau de cabri. On dit que c'est composé sur place. Et en fait, c'était un homme ou des hommes qui disaient les premières paroles et puis c'était répété par des femmes. Ça se danse toujours en couple ou en groupe. L'homme invite la femme vient vers l'homme et puis l'homme, toujours, il essaye pour que la femme ne s'enfuit pas. Ça se pratiquait au départ seulement le samedi soir. Le seul jour de repos, c'était le dimanche. Et donc, la seule soirée où on pouvait se défouler un peu, c'était la soirée du samedi soir. Mais plus qu'un exutoire, le moutia est une danse de combat, de survie et de transgression qui dénonce l'oppression des colons esclavagistes. Le moutia était une danse interdite. Une danse clandestine, c'était difficile parce que ça faisait du bruit. Les esclaves, ils habitaient dans les plantations, dans les petites cases, à côté de ce qu'on appelait la grande case du propriétaire, du maître. C'était une âme de résistance parce que les esclaves, c'était par le biais du moutia qu'ils faisaient passer leur doléance, leur message aux Blancs pour dire qu'ils souffraient, pour demander leur libération, pour demander leur paye, ou bien pour raconter les histoires qui se passaient dans les plantations. On s'adressait directement aux Blancs. Par exemple, il y a un moutia qui dit « Monsieur Grand, monsieur, donne-nous l'argent. Monsieur le Grand, monsieur, donne-nous notre argent. » Il dit « Hier soir, mon petit manque noyé dans le Pérou du bouillon. Hier soir, j'ai failli me noyer en te cherchant du poisson. » C'était une danse revendicative parce que malgré les interdits, malgré les lois, ça n'a pas cessé. Et le moutia n'a pas fini de chanter et de danser sa résistance. Les Seychelles, devenues propriété de la couronne d'Angleterre, voient l'esclavage officiellement aboli en 1835. Mais le moutia, à peine libéré de ses entraves, se retrouve sous le joug de la culture occidentale et de la religion catholique pendant près d'un siècle et demi encore. Considérée comme une pratique honteuse, héritée des anciens esclaves, cette tradition est méprisée. Elle fait notamment l'objet d'une condamnation morale de l'Église, dont le siège est la cathédrale de l'Immaculée Conception de Victoria sur l'île de Mahé. Entre ces murs blancs, la messe, comme dans tout l'archipel, est alors une obligation absolue.
Tout ce qui n'était pas d'origine européenne était marginalisé et considéré comme démoniaque. Et le moutia était associé à des pratiques obscures et perçu comme trop sexuelles. Et puis les gens consommaient de l'alcool quand ils pratiquaient le moutia pour pouvoir entrer en transe. C'est précisément l'une des raisons invoquées par l'Église pour l'interdire, le fait que les gens buvaient. S'ils avaient participé toute la nuit au moutia, qui commençait traditionnellement vers 20h et qui durait jusqu'au lever du soleil, le jour suivant, ils n'étaient pas en état d'aller à la messe. On raconte que parfois, le prêtre venait voir ceux qui s'apprêtaient à faire un moutia. Il enlevait sa ceinture, il les fouettait, il les chassait pour les disperser. Alors les gens avaient peur du prêtre, qui représentait l'autorité locale. Ils s'en méfiaient toujours. Une danse profane que les autorités britanniques s'ingénient à mettre en sourdine. En 1935, le gouvernement, encouragé par l'Église, a institué une loi qui bannissait le moutia et le cantonnait aux zones rurales. Il ne pouvait plus être joué à proximité des centres, des villes ou des églises. Pour faire un moutia désormais, il fallait s'enfoncer loin dans les campagnes. Mais ce corsetage légal ne fait que nourrir le ressentiment de la population à l'endroit des colons. Un ressentiment qui culmine dans le contexte indépendantiste des années 60 et 70. Au son du moutia, le pays rejette son statut de colonie et revendique son identité culturelle, incarnée aujourd'hui par l'Institut créole à Anse-au-Pin. Lorsque le mouvement pour l'indépendance a émergé, le moutia est devenu un instrument permettant de fédérer les Seychellois. Les combattants de la liberté ont créé de nouvelles chansons pour exprimer notre hostilité à l'égard du gouvernement colonial. Pour dire que nous voulions notre liberté, que nous voulions être véritablement libérés de l'esclavage, même si l'abolition avait eu lieu en 1835. Mes parents et mes grands-parents ont participé à ce mouvement. Mon père avait dû arrêter l'école juste après sa communion. Il n'avait pas le choix. Sa mère était descendante d'esclaves. Elle devait travailler sur la propriété de l'ancien maître. Et elle n'avait pas de quoi nourrir et élever ses enfants. Alors mon père a quitté l'école très tôt pour travailler, pour gagner une assiette de nourriture par jour et un ensemble de vêtements par an. Si ce n'est pas de l'esclavage, ça, qu'est-ce que c'est? En 1976, les Seychellois acquièrent leur indépendance après 2 siècles de colonisation. La toute jeune République socialiste tend alors à forger une identité séchelloise particulièrement nourrie de l'héritage des anciens esclaves africains dont une majeure partie de la population descend, et fait passer le moutia de pratique marginale à tradition nationale. L'un de leurs objectifs, dans le cadre de la construction de la nation, était d'encourager l'éducation du peuple. La langue créole, elle aussi, a été valorisée. Le créole a été introduit à l'école en 1982 et c'est devenu la langue nationale. Dans chaque district, des troupes étaient mises en place pour défendre l'identité culturelle locale. Je n'étais qu'une adolescente à l'époque, mais j'étais moi-même membre de la troupe culturelle de mon district. Le moutia est ainsi devenu une mise en récit de l'histoire séchelloise
est une célébration de la politique menée par le nouveau régime, d'inspiration marxiste. Certaines de nos chansons ont été composées spécifiquement pendant la période socialiste, comme celle-ci. Elle dit « Donne-moi ma houe, que je puisse aller dans la forêt, défricher la forêt et planter des produits pour notre survie, car notre avenir est dans la terre. » C'était en quelque sorte de la propagande qui cherchait à faire comprendre aux gens que nous devions devenir autosuffisants. Le moutia, mis en avant comme l'une des dimensions majeures de l'identité créole, séduit moins les jeunes générations, davantage attirées par la culture anglo-saxonne. Son entrée dans les écoles au début des années 2000 lui permet de gagner un nouvel élan, comme dans celle du village de Beauvallon, dans le nord de Mahé. Je leur enseigne le moutia, pas seulement la danse, mais toutes ses composantes. Son histoire, les tambours, la musique. Une fois que vous commencez à danser, c'est comme si vous étiez dans un autre monde. Tu commences par entendre le son des tambourins et petit à petit, cela envahit ton corps. Tu ressens des émotions très fortes et les pas te renvoient à ce que pratiquaient les esclaves. Tu ressens la douleur qui les étreignait. Tu le ressens parce qu'ils se battaient pour nous. Quand je vois mes élèves danser, je vois qu'ils ont tout intégré. Je peux voir sur leur visage à quel point ils ressentent le moutia. Ils aiment ça, ils s'amusent, ils adorent la musique. Et je leur dis, vous êtes la future génération, vous allez continuer à porter cette tradition. Les Seychelles ne sont pas prêts de livrer leur dernière danse. Le moutia vient d'être inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Vous savez que les Éthiopiens font partie des meilleurs marathoniens au monde. Eh bien, on a peut-être découvert pourquoi grâce à Netanet, qu'on a rencontré à une centaine de kilomètres d'Addis Abeba pour Papille. Nous sommes ici dans le petit village d'Aradjicha. On y respire l'air pur de la montagne. Aujourd'hui, nous allons manger du genfo et du boula. Ce sont deux plats très populaires qu'on partage pour le petit déjeuner en Éthiopie. Toutes les familles en préparent. Le genfo, plus précisément, se mange une semaine avant la naissance d'un enfant. On appelle ça le jour du genfo. ህጻናት ሲወለዱ ከመወለዳቸው በፊትም የገንፎ ቀን የሚባል አለ። ያን ይበላል ከመውለዷ ከሳምንት በፊት ነው። Nous allons commencer par le boula, à base de farine de bananier d'Abyssinie. On le mélange avec un peu d'eau comme ceci, puis on mettra de l'huile, du sel et du piment. On va mettre la casserole au feu. Maintenant, j'ajoute un peu de piment. J'en mets un petit peu. Et s'il faut, on complétera plus tard. Et pour finir,
Je vais faire un creux pour y verser de l'huile et du beurre clarifié fondu. J'y mets aussi ma poudre berbéri. Passons maintenant au second plat, le genfo. On va faire chauffer l'eau et quand elle va bouillir, j'y verserai la farine. Voilà pour la farine. Maintenant, on ajoute le sel. Il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. C'est pas bon quand on tombe dessus. Quand on mange régulièrement du genfo, ça nous donne de la force pour courir à travers les champs. Et c'est surtout très bon pour les femmes qui accouchent. Ça stimule la production de lait. Voilà, c'est prêt. La cuisson est bonne. On va faire un creux au centre pour y placer de la poudre berbéri et la mélanger à de l'huile. C'est prêt. On va passer à table et se régaler. Petit enfant, viens manger. Allez, viens. Et après avoir mangé, on a un petit rituel. Le nouvel arrêt de notre voyage aujourd'hui, c'est Modène, en Italie. Italie du Nord. La précision est importante. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec l'incontournable. Dans cette cité du nord de l'Italie, l'architecture médiévale joue avec les nuages. Mais à hauteur d'enfant, c'est l'immense espace piéton du centre-ville qui sert de cours de récréation. À Modène, pas de plage, mais des kilomètres de pavés sans voiture. Un écrin de liberté sous le regard du passé. Incontournable centre de Modène qui cache une toute autre histoire. Celle des trains du bonheur. Caterina Liotti, à la tête du centre de documentation des femmes de Modène, nous ramène aux dernières heures de la Seconde Guerre mondiale. L'Italie vient d'être libérée par les Alliés. Ce sont des mois très durs. La population souffre car les hivers sont rudes et il n'y a plus rien à manger. La préoccupation principale, c'est de trouver comment s'alimenter. Bien sûr, la ville est majoritairement habitée par des femmes et des enfants, car les hommes sont au front. La principale occupation de ces femmes, c'est la recherche de nourriture au quotidien. Le pays est fracturé entre l'Italie méridionale libre, mais exsangue, et le nord, historiquement plus développé. Le sud a été durement touché par les bombardements, les ponts étaient détruits, les routes n'étaient plus praticables et les industries ne pouvaient plus fonctionner. Bien que les territoires soient libérés, la situation de la population était extrêmement critique. Le manque de nourriture était peut-être encore plus conséquent qu'au nord. Et surtout, il y avait un malaise social généralisé, très répandu, parce que la situation du pays au sud était déjà difficile et précaire avant même la guerre. Afin de remédier à cette crise sociale, des militantes communistes de Modène imaginent un projet: faire héberger pour quelques mois les enfants du sud du pays dans des familles d'accueil plus aisées au nord. Le projet est né d'une idée de Teresa Noce. Teresa dirigeait les groupes de défense des femmes à Milan dans le nord. Teresa Noce a tâté le terrain chez certaines familles de camarades d'Émilie-Romagne dans le nord de l'Italie pour savoir s'ils étaient en capacité d'accueillir les enfants du sud.
Elle reçoit de nombreuses réponses positives de la région entière et aussi de Modène. Et le premier essai démarre. Dès 1946, des enfants du Sud, seuls, sont mis dans des trains direction le Nord. Ils quittent Naples, Rome ou encore les campagnes de Calabre pour Modène, loin de leurs parents. Le maire, Alfeo Corassori, qui accueille ses enfants, baptise l'opération « Les Trains du Bonheur ». Mais l'initiative n'est pas du goût de tous. Il n'était déjà pas facile pour les familles du Sud de se décider à laisser leurs enfants. Certains d'entre eux étaient petits, à peine 5-6 ans. Et au-delà du trajet vers le Nord, il y avait en plus beaucoup de préjugés et des rumeurs. On leur disait « les communistes mangent des enfants ou les transforment en savon ». Il y avait toute cette désinformation, une propagande anticommuniste qui s'est propagée naturellement dans les villes du Sud qui avaient une autre orientation politique. Cela participait à accroître les doutes de ces familles. Malgré une opposition politique et cléricale, l'initiative des femmes communistes se poursuit face à la demande croissante des familles démunies. On compte déjà 5000 enfants venus du Sud, rien qu'à Modène. Les familles d'accueil attendent à la gare d'arrivée et d'après les témoignages, on sait que les enfants sont un peu choisis au hasard. Certains prennent une fille parce qu'elle est encore petite, d'autres parce qu'elle a les yeux bleus ou qu'elle est blonde. Un autre parce qu'il a l'air gentil. Ce voyage était une aventure parce que la plupart n'avaient jamais vu un train de leur vie et beaucoup racontaient leur fascination pour ce périple, mais aussi pour le chaos qui régnait dans ces wagons. Au-delà de la solidarité, les femmes italiennes veulent aussi exister sur la scène politique. La presse militante de gauche se fait écho de l'expérience. Nous avons réussi à retrouver quelques pages du journal Noi Donne, Nous les femmes, le journal militant de l'Union des femmes italiennes qui mentionne cette expérience des trains et de l'accueil des enfants en précisant bien le sens politique de cette action avec ce titre « Au-delà de l'assistance » qui signifie que le fond de cette participation solidaire allait bien au-delà de la solidarité. Elle voulait instaurer un droit au bien-être universel en affirmant que les enfants doivent avoir le droit de bien vivre et d'aller à l'école. Grâce à leur action, cette vague de solidarité profite à près de 70 000 enfants, permettant notamment, durant plusieurs mois, le maintien de l'alphabétisation de cette génération. Les familles accueillent les enfants hébergés comme leurs propres enfants. C'était généralement des familles nombreuses qui disaient « De toute façon, là où nous avons à manger pour 5, on en a pour 6, 7 ou 8. » Le programme prévoyait aussi que ces enfants aillent à l'école et s'instruisent. Certains témoins nous racontent qu'il y avait un peu d'hésitation pour entrer dans ces classes où il y avait tous ces petits qui avaient une autre façon de parler, une autre façon de penser, mais qu'ensuite, après quelques jours de cours entre eux, ils se sont tous sentis égaux et au sein d'une même fraternité. Le succès est tel que certains prolongent le séjour. La réussite de l'expérience des Trains du Bonheur crée un lien indéfectible entre familles du Nord et celles du Sud. L'expérience devait durer 4 mois, la période définie pour surmonter le grand froid de l'hiver. Et pourtant, on sait que beaucoup d'enfants renouvellent le programme. Ils reviennent une deuxième fois et certains vont rester jusqu'à 1 an, voire 2 ans. Et le plus touchant, selon moi, c'est qu'une fois que ces enfants sont devenus adultes, ils ont fondé leur propre famille. Mais ils ont aussi gardé le lien avec les familles qui les ont accueillis pendant ces nombreuses années. Beaucoup de ces enfants sont revenus au moment où ils quittaient leur région pour leur voyage de noces. On voit bien que ces séjours les ont profondément marqués. Allez, on termine avec la devinette. Quel moyen a trouvé le zoologiste allemand Bernhard Grzimek pour survoler le parc du Serengeti en toute discrétion
Eh bien, il a peint son avion avec des rayures façon zèbre. Son but était de repérer les braconniers et à la fin des années 50, c'était la première fois qu'on utilisait un avion pour ça. Or, le risque était quand même d'effrayer les animaux sauvages avec un tel engin. Notre zoologiste a donc imaginé une technique de camouflage. Le survol en avion qui a fait ses preuves depuis, puisque les gardiens du parc du Serengeti s'en servent toujours pour interpeller les braconniers. Pour nous, en tout cas, c'est le moment d'atterrir, mais rassurez-vous, on redécolle dès demain. Bis bald!